faire un spectacle carolien, c'est-à-dire que l'objet lui-même soit un objet un peu énigmatique, et en même temps que le public il trouve quand même les traces, le fil rouge qui est ce personnage très étonnant, excentrique, bègue, demi-sourd, asexuel, professeur pendant 47 ans à Oxford, qui a inventé des histoires incroyables. Alors c'est un mathématicien, il invente des fictions. Et comment on en vient à raconter de telles fictions? Il fallait-il encore qu'il ait eu, me semblait-il, une enfance étrange lui-même, qu'il ait conservé ce point de vue à hauteur d'enfant. Il fallait qu'il se soit passé les choses. Donc j'ai essayé à la fois de traverser l'énigme, passer de l'autre côté du miroir de Lewis lui-même, qui s'appelait Charles, et puis pour, après tout, se dire que la petite Alice, eh bien, c'est peut-être le reflet de Lewis lui-même. Je crois que c'est une traversée de l'enfance aussi, la sienne, et j'espère que chacun se sent sollicité dans son imaginaire pour penser à sa propre enfance. Oui, pour moi, l'enfance est un moment qui ne passe pas, que l'on conserve toute la vie, parce que c'est les inquiétudes primordiales. C'est quelque chose où il y a évidemment un émerveillement, une curiosité, mais il y a aussi beaucoup d'imposture, de déception, il y a une initiation forcément, mais il y a une profonde inquiétude, notamment sur l'incertain du monde, l'incertain de sa propre condition, puisque le corps change, il y a une métamorphose permanente, le regard des autres change sur vous, et les rencontres ne sont pas forcément les plus confortables. Et Lewis Carroll, au travers de ce conte, pose des questions fondamentales sur l'identité. Par exemple, qui êtes-vous? Très souvent, on demande à Alice, qui êtes-vous? Et Alice pose des questions aussi, elle s'interroge sur l'identité des êtres. Et puis, on pose la question aussi de la réalité des êtres. Est-ce que vous êtes dans le rêve de quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de rêver votre vie? Et même, il lui a fait violence à Alice. Et comme nous, dans notre enfance, on lui dit, mais en fait, vous n'existez pas vraiment, Alice. Vous êtes dans le rêve de quelqu'un. Et si cette personne se réveille, vous serez soufflé comme une bougie. Et donc, ces moments d'incertitude où cet enfant se retrouve à des endroits justement où plus rien n'existe, où plus rien n'est tangible, eh bien, je pense que c'est évidemment un état d'enfance. Mais cet état d'enfance se prolonge aujourd'hui dans nos propres vies. Où est-ce qu'on en est de nos rêves? Où est-ce qu'on en est de notre propre vie? Est-ce qu'on est sûr que on est dans le réel? Quelquefois, on se heurte au réel, ça fait très mal. Mais où on en est? Et c'est quoi la vie et la mort? Qu'est-ce que c'est que ce passage-là? Et ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir, qui ont disparu, où est-ce qu'on en est avec eux? Est-ce qu'on les reçoit? Est-ce qu'on les perçoit encore? C'est quoi notre perception du monde? Voilà, donc Lewis Carroll, au travers d'un conte, puisqu'il y a de l'enchantement, du surnaturel, de la rêverie, et moi j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de sensualité du théâtre, que la part plastique soit très, très présente. Et puis on pose des questions quand même qui sont pas si simples. Vous avez choisi un beau jour d'hiver pour mourir. I beg your pardon, je l'ai pas fait exprès. Oui, moi je fais l'éloge de ces poètes-là qui, pour nous sauver d'une réalité quelquefois incompréhensible ou trop violente, nous permet de basculer et avec la langue et avec le rêve dans quelque chose qui nous sauve un moment, qui nous laisse en suspension un moment, mais qui en même temps, c'est pas qu'un divertissement, en même temps pose les vraies questions et nous renforce pour revenir au réel. Donc c'est sans arrêt cet aller-retour-là que propose Lewis Carroll. Lewis Carroll, il vivait dans une époque difficile, qui était l'époque victorienne, où notamment les enfants, la condition des enfants était effroyable en Angleterre. Ils étaient dans des ateliers, ils travaillaient très tôt, ils descendaient dans la mine. Alors il y a forcément une sublimation de l'enfance aussi. Et lui prend la défense de grandes causes qu'il fait avancer. Par exemple, contre la vivisection, il déteste qu'on fasse souffrir les animaux. Il dit lui-même que les animaux ont une âme, ce qui à l'époque évidemment... Même s'il lit Darwin, ce qui est à l'époque aussi très transgressif dans ce milieu chrétien, on ne descend pas des singes, l'évolution c'est quelque chose d'horrible, etc. Ça va à l'encontre du système biblique, de la Genèse. Eh bien lui il prend parti, il lit Darwin. Et en même temps, il est du côté de l'enfance, il défend les enfants, il les sublime aussi. Et il dit par exemple, il dit que les acteurs enfants, puisqu'il y avait des tout petits à partir de 4 ans dans les théâtres, qui venaient évidemment de familles pauvres, mais qui gagnaient leur vie très bien en étant honorés dans une condition tout d'un coup de rêverie aussi. C'était mieux que descendre à la mine ou travailler dans des ateliers où on mourait tuberculeux. Et lui, il défend ça. Parce qu'évidemment, les lois hygiénistes sont là, déjà dans la société victorienne. Il faut soi-disant protéger les enfants du théâtre, même si on ne les protège pas de la mine.
Là aussi, c'est une traversée de l'enfance et c'est un éloge des objets déclassés et en même temps un éloge de la fantaisie aussi, parce que sinon on serait trop inquiet. Ces objets sont à la fois pleins d'inquiétude mais aussi de curiosité, parce que l'agencement dans lesquels je les ai mis font qu'ils se mettent à raconter une histoire, et une histoire qui se propose à l'imaginaire de chacun. Je ne veux pas faire des choses intimidantes où il faudrait être absolument initié. Je crois qu'il faut toucher la sensibilité, et même s'il y a des règles du jeu qu'on peut apercevoir si on prend le temps, et tout n'est pas si facile. Et s'il y a rencontre, il faut qu'il y ait une grande, de la part du public, une grande disponibilité, mais de ma part une grande, comment dire, préméditation. C'est pas une chose facile à faire, c'est pas une chose désinvolte jamais. Chaque objet a sa place, la palette, le travail sur les espaces. Vous avez vu, il y a des petits espaces, ça m'a autorisé à changer les espaces dans cette maison. Nathalie Cabrera, qui la dirige, m'a dit mais allez-y, inventez vos espaces. Donc j'ai aussi décroché les cimaises, retrouvé des lieux qui existent, ouvert des cagibis, les gratté. Et j'ai installé des objets dans des endroits aussi un peu d'inquiétude, comme ça, mais qu'on aime aussi dans l'enfance. On est attiré par ces grands placards où on a envie d'entrer, où on aimerait s'enfermer en même temps pour avoir peur. Donc c'est un éloge de tout ça, mais évidemment que rien n'est laissé à la désinvolture. La palette aussi est importante, les couleurs. Et la présence-absence des animaux empaillés, c'est une chose très, très importante, parce que évidemment que c'est une célébration, évidemment que c'est une contemplation. Moi, je fais une grande volière, vous avez vu, on s'assoit, on regarde les oiseaux, et si on reste longtemps, et si on écoute jusqu'à ce qu'a conçu Christian Sebi, une espèce de partition sonore très, 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 très belle, eh bien, on regarde différemment ces animaux. Mais les animaux, moi, je suis une grande lectrice d'Elisabeth de Fontenay, les animaux nous disent, mais tu en es où, toi, de ta condition d'humain? C'est quoi? C'est quoi être un animal? C'est quoi être un être humain? Et ce face-à-face me paraît très, très éloquent, très prometteur, et nous replace à notre endroit de responsabilité et de contemplation de ce que propose la nature et le monde animal dans sa beauté aussi. Parce qu'il est question de beauté d'objets déclassés, quelquefois qu'on ne prend pas la peine de regarder. Et là, tout d'un coup, une vieille niche, avec le chien à côté, l'inquiétude de ce chien qui peut-être ne peut plus y retourner. Voilà, c'est toute forme d'histoire. Dans le spectacle, c'est la lumière de Jean Bellorini, qui est vraiment, qui est vraiment partie prenante absolue du spectacle. Il ne fait pas qu'éclairer le spectacle, il l'invente avec moi. Et de la même façon, François Menou qui éclaire les Trouble Fête, c'est la même chose. Nous, au théâtre, on a vraiment besoin c'est une chaîne de compétences, on a besoin d'autres artistes qui viennent, qu'on invite dans l'histoire. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.